Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, passer un très bon Noël et que vous allez passer un très bon réveillon. Aujourd'hui, nous allons tout simplement parler de l'audit de sécurité mais dite physique. Nous élaborerons tous les scénarios possibles, aussi bien physique que matériel, mais surtout ce qui est réalisable. Et donc je vais vous expliquer tout ça de façon, on va dire, schématique, vous donner le maximum de détails possible. On se retrouve juste après, passons tout de suite au cours. Pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver tous mes vidéos en playlist sur ma chaîne, ou alors vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok, Instagram, etc. si vous voulez avoir, disons, des détails techniques ou des explications en message privé. Il y a certains qui préfèrent comme ça, donc en tout cas, il ne faut pas hésiter. Vous allez voir normalement en bas de la vidéo ici, vous allez avoir la barre des réseaux sociaux, voilà. Et surtout, si jamais vous avez apprécié le contenu des vidéos précédentes, n'hésitez pas à petit like sur la vidéo YouTube, d'accord, là ici, en s'abonnant ou en activant la petite cloche de notification, ça fera pas de mal. On va aller sur la partie émission et on va lancer notre logiciel de plan. Voilà, il se lance. Bon, c'est parti. Comme je vous l'avais dit dans l'intro de la vidéo, je vous expliquais qu'aujourd'hui on va tout simplement parler d'audit de sécurité mais dite physique, c'est-à-dire je vais essayer de vous expliquer comment ça fonctionnerait si jamais vous deviez auditer une entreprise, on va dire physiquement, ce qui est réalisable de faire, comme je l'avais expliqué. Donc on va commencer par ça. Donc imaginons que nous avons une entreprise qui serait nommée Mijo Mijo. Donc l'entreprise Mijo Mijo, on va la représenter avec un bâtiment. Alors on a un bâtiment ici, donc là c'est grosso modo c'est une maison, mais imaginez que ça c'est l'entreprise. Dans cette entreprise-là, généralement, dans tous les contextes d'entreprise, on a ce qu'on appelle un réseau. Pas tout le temps, mais c'est souvent le cas, pour souvent quand c'est des serveurs administratifs, on a un serveur. Donc ce serveur-là, bah en fait, pour faire simple, il est dans une pièce. Putain, t'es chiant toi. Et si vous voulez, l'objectif principal, c'est de faire en sorte de faire une audit de sécurité de l'extérieur, et on n'a pas accès à ce serveur-là physique, ni même aux ordinateurs qui y sont connectés. Ce serveur-là, il est relié, vous avez l'habitude maintenant, il y a un modem, on va chercher le routeur. Ça, je prends vraiment, on va dire, un réseau vraiment classique de chez classique. Voilà. Bon, il est plus petit le routeur, bien sûr. Donc le routeur, mettons, il est accroché au mur, voilà, il est comme ça, et tout ça, voilà, ça c'est le petit réseau de l'entreprise. Bon. Ce qu'il faut comprendre un truc, c'est que quand on peut faire de l'audit de sécurité physique, le problème c'est qu'on n'a pas forcément accès aux locaux, d'accord? L'objectif, ça va être de se faire passer pour une société externe à l'entreprise qui pourrait être en relation avec cette même entreprise-là, donc l'entreprise, on l'avait dit qu'on l'appelait Majo. Cette entreprise Majo, qu'est-ce qu'elle a? C'est que c'est une société qui a un siège social et qui a des réseaux étendus. Voilà, là on parle vraiment sur une société qui est avec un réseau basique mais quand même assez large. Donc qu'est-ce qui se passe? Cette société-là, elle a des bâtiments. On se focalise sur ça. Et dites-vous bien une chose, c'est que la structure que je vous montre là, c'est une structure réseau qui est vraiment valable sur la plupart des entreprises actuelles. Tout ce qui est administration. Vous avez le siège social. Voilà. Donc ce siège social-là, ils ont d'autres petits groupes partout en France, et le siège social et les autres annexes sont tout simplement reliés. Majo est une grosse société, voilà, qui fait, mettons, de la vente de voitures. On va représenter trois gros groupes. Donc vous avez bien compris, on a le siège social, et le siège social a, on va dire, étendu son entreprise dans différentes régions en France. Différents bureaux, en fait, qui font partie de cette société Majo, ont un réseau, et ce réseau-là est tout simplement connecté entre eux, et surtout relié au siège social, notamment pour la partie administration et les informations qui doivent remonter. Donc qu'est-ce qu'il va falloir comprendre? Dans ce contexte-là, si on veut faire une audit de sécurité dite physique, il va falloir cibler le siège social de l'entreprise, d'accord? Ou un des bureaux de l'entreprise. Si on s'attaque à un des bureaux de l'entreprise, le problème qui se pose, c'est que c'est un intermédiaire.
Donc, on va dire que c'est pas parce que un est compromis que tout le reste est compromis. Le seul qui pourrait compromettre tout le réseau, c'est si, par exemple, les administrateurs réseau ont fait une politique de sécurité qui est uniforme sur toutes les structures réseau des différents bureaux. Là, par contre, ça pourrait poser problème. Nous, en fait, on est une personne, on est un white hat, comme on dit, un hacker à chapeau blanc, et on nous a demandé, tout simplement, de faire en sorte de trouver une compromission de l'entreprise, enfin une compromission, une faille de sécurité, ou tout simplement auditer l'entreprise Majou. Nous, on est de l'extérieur, donc il va falloir faire en sorte que, déjà, il faut savoir que le siège social, il n'y a qu'une personne qui est au courant qu'il y a une audit de sécurité. Ils font en sorte de pas dire aux autres, parce que sinon, ça pourrait changer leur habitude. Donc, moi, je m'appelle Damien, voilà. Bon, c'est son nom, hein, c'est pas mon nom à moi, mais c'est Damien. Damien, lui, c'est un white hat. Qu'est-ce qu'il va devoir faire avant d'aller carrément essayer d'infiltrer l'entreprise? Il va devoir rechercher des informations sur cette entreprise-là. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sur Internet et il va aller consulter des informations sur l'entreprise. Donc la récolte d'informations indirectes. Normalement, dans les autres cours que vous avez vus, vous savez ce que c'est que la récolte d'informations indirectes. Ces informations qui peuvent être récoltées, qui peuvent être disponibles sur Internet, tout à fait légalement. On n'a pas besoin de pirater pour les avoir. Un exemple d'information indirecte, par exemple la page Facebook, réseaux sociaux en somme. Ça va être par exemple des informations sur type de société que c'est. Donc la structure. Alors pourquoi je vous dis ça, la structure société? Parce qu'en fait, quand vous faites une recherche sur la société, vous pouvez schématiquement, créant un diagramme en fait, tout simplement, savoir un peu comment est organisée la société. Par exemple, savoir le nombre de PDG qu'il y a dans une entreprise, le nombre de salariés, comment se comporte la direction de l'entreprise, si c'est une direction qui est cloisonnée, si il y a que 3 personnes qui dirigent la société. Voilà, tout un tas d'informations qui peuvent être récoltées de façon totalement gratuite. Vous allez pouvoir prendre ça sur Infogreffe et tout un truc comme ça. En ayant ces informations-là, savoir s'ils ont un site internet par exemple, voilà, parce que sur le site internet par exemple, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont leur adresse, différents bureaux, ils ont le siège social, ils ont leur numéro de téléphone, ils ont souvent des adresses mail qui sont indiquées. Vous pouvez retrouver aussi le nom des personnes qui gèrent l'entreprise. Voilà, si vous avez des PDG ou des commerciales. Et toutes ces informations-là qu'on récolte, en fait, on met ça dans un diagramme. On peut faire un vrai travail d'enquête pour savoir, par exemple, le président, c'est quoi son bras droit, c'est quoi son bras gauche. Une fois qu'on a récolté un maximum d'informations, donc ça va être ce qu'on appelle des techniques dosing. Et ces techniques dosing là, fonctionnent sur une hiérarchie bien précise. Un domaine dosing découle plusieurs techniques dosing. Je vous donne un exemple. L'entreprise a partagé une photo sur sa page Facebook, d'accord? Sur sa page Facebook, ils n'ont pas forcément mis, mettons le siège social, mais ils ont simplement mis les différents bureaux. Voilà. Et par rapport aux photos, on peut savoir où la photo a été prise, à quel moment, à quel lieu, à quelle heure, etc. Donc ces informations-là, une fois qu'on les a récoltées, va permettre déjà de retrouver une entreprise et des fois même de retrouver des personnes ou des individus parce qu'ils n'auront pas forcément effacé les métadonnées de ces photos-là. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir, on a réussi à trouver le siège social de l'entreprise, qu'est-ce qu'on va faire? On va un peu voir le comportement de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, si par exemple elle appelle des sociétés externes, elle a peut-être besoin d'une société qui s'occupe de la sécurité le soir, qui s'occupe de la maintenance informatique, si c'est pas une personne au sein de l'entreprise qui gère la parc informatique. Ça peut être une entreprise de nettoyage, ça peut être une entreprise de livraison, voilà. Tout un tas de mains secondaires qui peuvent amener à la compromission de l'entreprise. On va remarquer que une des sociétés a tendance à être régulièrement chez eux. On va prendre l'exemple d'un technicien qui viendrait... Et ce technicien-là, on a découvert qu'il travaillait pour une société qui s'appelait Polo Azur, par exemple. Voilà, Polo Azur. Ils ont une spécialité, c'est qu'ils sont spécialisés dans la maintenance informatique. Donc, Martin, salarié de Polo Azur. D'accord ? Ce Martin-là, il a tendance à faire régulièrement de la maintenance sur l'informatique. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à partir de là, on sait déjà que la société ne fait pas appel à une personne interne à l'entreprise, mais que c'est une personne de l'extérieur. Donc l'un des moyens en tout cas de rentrer dans le réseau de l'entreprise physiquement, ça va être de faire en sorte soit d'avoir un contact physique avec Martin, d'accord, le salarié, soit de faire en sorte de se faire passer pour une autre entreprise qui serait intéressée par les services de
Polo Azure, au fil des discussions, etc., on arrive à faire en sorte d'avoir une interaction avec cette personne-là et qu'on arrive à faire en sorte de simuler quelque chose, par exemple dans un périphérique, une clé USB, etc. Alors ça peut être un travail de longue haleine, ça peut ne pas marcher, parce que la personne va se dire pourquoi il me donne une clé USB, etc. C'est pour ça que ça se fait pas tout de suite, c'est un travail de longue haleine. Bon, ça, je vous dis sincèrement, physiquement comme ça intervenir sur la personne, ça pourrait être possible. Je vous donne un exemple. Monsieur Martin, il a un ordinateur portable, et il a l'habitude de sortir un peu dehors parce qu'il y a un système de caméra de vidéosurveillance par exemple, et il se connecte sur le Wi-Fi de l'entreprise, d'accord? Donc l'entreprise a un Wi-Fi et bah Monsieur Martin, lui, c'est pas compliqué, il se connecte sur le Wi-Fi de cette entreprise là. Bah, qu'est-ce qui va se passer? C'est que moi, Damien, il va falloir faire en sorte que je puisse accéder à sa tablette. Que ce soit une tablette ou un ordinateur, peu importe, mais il va falloir que j'accède à sa tablette pour pouvoir faire en sorte que quand il va aller dans le réseau ou se connecter sur le réseau de l'entreprise, notamment Majo entreprise, d'accord, ou le siège social, bah, qu'il y a quelque chose qui se passe pour infecter le réseau et du coup le compromettre. D'accord. Le problème, c'est que là, l'audit de sécurité, quand vous le faites, normalement, vous devez le faire uniquement pour la société Majo entreprise. D'accord. À partir du moment que vous êtes obligé d'aller taper justement une entreprise externe dans l'entreprise, bah vous n'êtes plus dans le cadre de l'audit de sécurité, puisque de toute façon, vous n'êtes pas payé pour auditer, trouver une faille de sécurité chez Monsieur Martin pour ensuite rentrer dans l'entreprise Majo. Donc déjà, ce scénario-là, c'est possible, si jamais cette entreprise-là donne l'accord, mais en tout cas, dans le contexte actuel, on ne pourra pas le faire, parce que c'est pas mandaté sur notre contrat. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, c'est là où il va falloir intervenir physiquement. On va enlever Monsieur Martin de l'équation, parce qu'on ne pourra pas le faire. Eh bien, il va falloir faire en sorte d'aller directement, soit à un des bureaux, soit d'aller directement au siège social. Et de là, eh ben, on est obligé d'intervenir physiquement. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va falloir qu'on se fasse passer. Alors bien sûr, le patron est au courant qu'il y a une audit qui se passe, mais les salariés sont pas au courant. Donc il va falloir se faire passer pour un des techniciens qui pourrait intervenir sur l'entreprise. Notamment, ça pourrait être un des commerciaux, bien qu'ils connaissent leur commercial normalement, ou un gars de chargé de la maintenance, ou le transport, etc. Et donc moi je lui dis, bah voilà, Monsieur Damien, c'est un white hat, mais là, pour l'occasion, il va se transformer en technicien de maintenance, industriel par exemple. Il va aller toquer à la porte du bureau, on va le mettre N01, comme ça sera plus simple, bureau N01. Et là, il va falloir trouver un moyen de faire en sorte d'interagir avec le réseau numéro 1 pour pouvoir ensuite trouver une faille de sécurité à ce niveau-là et remonter jusqu'au siège social. Donc là, si jamais on intervient physiquement, c'est ce qu'on appelle de l'audit de sécurité physique, c'est-à-dire qu'on est obligé d'aller dans les locaux, d'accord, et de trouver un moyen d'infiltrer le réseau. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser tout un tas de techniques donc on va s'attaquer soit au réseau Wi-Fi, soit on va s'attaquer au réseau, par exemple NFC. Donc si jamais c'est une entreprise avec des entrepôts qui ont des ouvertures de portes avec des digicodes, etc., il va falloir faire en sorte d'infiltrer l'entreprise. Pour aller plus loin dans la compromission, il va essayer de cibler, voir si dans le bureau numéro 1, il n'y a pas un réseau. Et dans le bureau numéro 1, comme je vous dis, comme c'est une entreprise qui est interconnectée, il trouve un serveur. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il se dit, bah voilà, c'est très simple. Maintenant que j'ai réussi à rentrer dans le bureau numéro 1, d'accord, avec une faille de sécurité qui est liée à l'ouverture de porte, eh ben, je vais faire en sorte pour pas m'éterniser sur place, je vais faire en sorte de mettre quelque chose dans le réseau pour avoir un maintien d'accès et pouvoir après remonter dans le réseau de l'entreprise. Donc là, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous arrivez à un moment où il n'y a pratiquement personne dans les bureaux, du coup vous pouvez faire directement une intervention sur place sur une des machines. Mais s'il y a des caméras, vous êtes dans le baba quand même. Alors, il faut savoir que les systèmes de caméras,
Ça dépend lesquels. Mais les systèmes de caméra ont ce qu'on appelle des angles morts. Donc, les angles morts, souvent, quand c'est pas des caméras à globe, vous savez, les caméras à globe, les angles morts, ça va être en dessous de la caméra. Il y a un point mort que la caméra ne pourra pas voir. Donc, l'objectif, ça va être de rentrer dans le bureau et de se fier à ça. Alors, il n'y a peut-être pas de caméra, mais en tout cas, ça peut être une des choses, en tout cas, de surveiller s'il y a des caméras et de se fier aux angles morts. Donc, Monsieur Martin, il est rentré dans l'entreprise, il a réussi, tac, il est là, il est à côté du serveur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, mettre un virus, le problème c'est que c'est détectable. Voilà. Il peut encoder un virus qui ne sera pas détectable à un certain moment, et puis après, c'est détectable. Donc, il existe un truc qui est vraiment bien en sécurité informatique, c'est que les techniques, enfin les outils de hacker, les gadgets, il y en a un paquet. Et il y a notamment un gadget qui existe dans le contexte actuel, c'est un gadget, c'est un port, enfin c'est un câble USB qui se relie à une clé USB, ouais, une clé USB. Et quand vous la mettez dans l'ordinateur reconnaît ça comme un clavier en fait d'ordinateur. Et du coup, il ne reconnaît pas ça comme un périphérique USB. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si l'administrateur réseau normalement a bien fait sa sécurité informatique, il devrait faire en sorte de verrouiller les ports USB de l'entreprise. Sauf que dans la majeure partie des cas, c'est pas fait ça. Donc du coup, on met un câble comme ça. Ce câble-là, on met une clé USB. Alors on la planque comme on peut, parce que le but c'est de faire comme ça assez vite. On la planque comme on peut dans l'ordinateur. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que vu que l'ordinateur de toute façon il est relié à Internet, d'accord, de l'extérieur, et ben de l'extérieur, donc là ici on va mettre USB, voilà, tac, avec la clé qui est reliée sur ce câble, d'accord. Comme je vous dis, c'est un câble avec une clé USB, c'est spécial, hein, c'est considéré comme un clavier. Monsieur Martin, donc Monsieur Damien, pardon, il a réussi. Une fois qu'il a fait ça, il part. Voilà. Étant donné qu'il aura réussi à infiltrer l'entrepôt de l'entreprise, qu'il il sera intervenu physiquement, en se faisant passer pour une société annexe, et qu'il aura réussi à rentrer dans les locaux informatiques et mis une clé USB qui se fait passer pour un clavier, et ben de l'extérieur, il va pouvoir tout simplement surveiller le trafic de ce bureau numéro 1. Et au fil des analyses, des audits de sécurité qui sont faits dans le bureau numéro 1, il constate que le serveur communique avec un autre bureau qui s'appelle le bureau numéro 2. Et il va répéter cette opération pour les autres bureaux. Alors, il va pas forcément avoir besoin d'intervenir physiquement, mais en tout cas, le point d'accès, il l'a. L'entrée de base pour mettre à mal l'entreprise qui s'appelle Majo, il l'a déjà. Il a déjà ce point d'entrée. Maintenant, le but, c'est de savoir jusqu'à où en fait la faiblesse de l'entreprise peut aller. Donc en tout cas, il a découvert que bah effectivement, il y a une faille de sécurité là. Mais il peut très bien aussi se dire, mais ah oui, mais je suis rentré quand même dans l'entrepôt avec une faille de sécurité qui se trouvait dans l'encodage des portes. Est-ce que cette faille de sécurité là, par rapport à ça, permettrait à un individu quelconque de pouvoir intervenir dans les différents bureaux et aussi dans les autres bureaux numéro 2, numéro 3, etc. Et ben il va tout simplement refaire le même procédé. Il va se présenter à ses bureaux numéro 2 et numéro 3 et il va essayer de voir si la faille de sécurité qu'il a trouvée dans le bureau numéro 1, il le trouve dans le bureau numéro 2 et ainsi de suite comme ça. Et donc qu'est-ce qui se passe? Et ben il se dit bah ouais, c'est grave parce que en fait il y a vraiment une faille à ce niveau-là. Et là, on va dire que l'entreprise Majo, donc le chef d'entreprise, il est au courant au fur et à mesure de ce qui se passe, d'accord, des faiblesses qu'il y a de ce côté-là. Et soit il décide de continuer l'opération, auquel cas il pousse beaucoup plus loin l'audit de sécurité, soit il se dit bah non, on arrête là, je comprends qu'il y a une faille de sécurité, il faut la régler, il faut la sécuriser. Sauf que quand on fait une audit de sécurité, bah déjà c'est un budget, faut savoir, c'est quand même un sacré budget,
Toutes les entreprises sont pas forcément capables de mettre un gros budget parce que c'est quand même des heures passées là, c'est quand même de l'investigation, voilà, c'est quand même beaucoup on va dire, de logistique pour tout ça. Donc ça demande quand même un peu de sous. Et soit il dit bah non, on va arrêter là, puis on va juste sécuriser ça. Et le problème c'est que s'il fait ça, en fait il ne sécurise qu'une partie de la chose. C'est bien sûr la faille de sécurité là pour l'instant, Damien il l'a trouvé que là, mais ça se trouve ça va beaucoup plus loin. Donc c'est là où l'entreprise doit se dire bah il faut continuer l'audit. Il faut pas s'arrêter là parce que les pirates informatiques, ceux qui sont malveillants, ils vont pas aller se cantonner qu'à rester à ce niveau-là. Eux, ils vont aller chercher beaucoup plus loin. Donc il faut sécuriser beaucoup plus loin. Donc Damien, qu'est-ce qu'il fait? Bah il se dit bah voilà, il trouve la même chose sur les autres. Et ben là, à partir de là, vu qu'il sait que ce procédé-là, il se répète sur tous les bureaux, et ben il va pouvoir faire maintenant la phase numéro 3, c'est-à-dire que là, il va pouvoir réellement commencer les investigations numériques. Donc l'audit de sécurité numérique. Il va se connecter avec son ordinateur et il va aller tout simplement sur la clé USB. Tac, ok. La clé USB. Et ben, au fur et à mesure du temps, donc il arrive le premier réseau, puis le deuxième, puis il arrive enfin le troisième réseau, pour ensuite remonter directement au siège social. Voilà. Si vous comprenez bien schématiquement comment ça se passe, bah Damien il est intervenu physiquement sur le bureau numéro 1, et il a réussi à trouver une faille de sécurité, il a infiltré le serveur en y mettant une clé USB avec tout simplement un backdoor, hein. Voilà. Il a accès avec son ordinateur à distance à ce réseau-là, et du coup après, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire du pentest, voilà. Là c'est du pentest, pour essayer de trouver une faille de sécurité dans le réseau, et de faire en sorte de remonter tous les bureaux, donc tout le réseau des bureaux, jusqu'au siège social de l'entreprise. À partir de ce moment-là, bah déjà, je peux vous dire que là, il a un carnet comme ça, d'accord? Un compte rendu comme ça de l'entreprise. Ça, je peux vous le dire. Il a un truc comme ça, en béton. Voilà, en béton. Donc c'est un truc qui se passe sur quand même un certain nombre de pages. Ça peut varier, hein. Ça peut être de 40 pages, 100 pages, mais peu importe. Le truc, il est costaud comme ça. Le jour J, là où normalement ça devait être terminé, où le contrat se terminait, il arrive devant le siège social de l'entreprise, il convoque, il y a une grosse, voilà, on convoque le directeur, ses associés, etc. Et peut-être aussi la personne qui est normalement chargée de la sécurité de l'entreprise, en informatique. Et là, il dit, bah écoutez, c'est simple, voilà, j'expose les faits. Et là, il expose tous les faits. Voilà. Et donc, ça sert à ça. Une audit de sécurité physique et après pentest, ça sert à ça. Ça sert à mettre en évidence les faiblesses de votre entreprise et les failles de sécurité potentielles qui peuvent être quand même assez importantes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous donne un exemple. Imaginez que ça soit une multinationale, une grosse entreprise qui a des milliers de salariés, qui a un chiffre d'affaires abominable et qui a surtout une grosse base clientèle. D'accord, grosse base clientèle. Imaginez ce contexte-là qui arriverait à l'entreprise Amazon. Je vous donne un exemple, hein, c'est vraiment voilà, à l'entreprise Amazon. Imaginez le bordel que ça peut faire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, c'est vraiment, on va dire, un schéma de classique, enfin, qui est pas très complexe, d'accord? Mais plus l'entreprise va être grosse avec les différents bureaux, plus l'impact va être plus important. Je vous donne un exemple. Amazon, c'est simple, ils ont des entrepôts avec des robots, d'accord, qui dispatchent les colis des différentes personnes, d'accord? Imaginez un seul instant que le mec qui soit mal intentionné arrive à faire ça, d'accord? Mal intentionné arrive à faire ça. Il infiltre les réseaux. Il met à mal toute l'infrastructure informatique d'Amazon, notamment les ordinateurs qui gèrent tout ce qui est robotisation, qui permet de dispatcher les colis dans le monde entier, et qui se dit, bah voilà, demain je fais tout péter. Imaginez l'impact que sera. Non seulement l'entreprise perd en crédibilité, déjà, ça c'est le premier point,
Et le deuxième point, ils perdent énormément d'argent. Et là, ça se compte en millions. Ça se compte pas en milliers, ni en centaines d'euros, ça se compte en millions. Donc voilà, c'est là le truc, c'est pour ça que la sécurité informatique, si vous voulez, elle est hyper importante. En France, ça commence à se démocratiser maintenant, mais on a tendance à surestimer cette partie-là. Et pourtant, c'est hyper important. Hyper important. Parce que non seulement ça met à mal votre entreprise, mais ça peut vous pouvez couler votre boîte comme ça. Hein. Votre entreprise, elle peut couler comme ça. Et elle peut couler souvent parce que c'est des pertes financières. Et ce genre d'audit de sécurité permet, on va dire, permet en fait de limiter, voire d'éviter ce genre de choses-là, de limiter la perte financière d'une entreprise. D'accord ? Alors, c'est pour ça que les entreprises qui payent pour faire ça, il faut qu'ils soient conscients que c'est pour leur bien. Voilà. Donc après, c'est vrai que moi, je connais des gens qui, notamment des administrateurs réseau, auxquels il y a une audit qui a été faite. Bah, l'administrateur réseau, vu qu'il n'a pas forcément... Il est payé pour ça, mais il n'a pas bien géré la sécurité du parc informatique en général, et ben il était tout simplement licencié. Et ce qui est en somme normal, parce que je veux dire, il est quand même chargé de la sécurité de l'entreprise. Donc c'est ce qui est normal. Après, il faut aussi être un peu sociable, il faut comprendre que maintenant le piratage informatique, c'est plus aussi simple déjà d'une, et c'est surtout que les scénarios sont beaucoup plus, on va dire, permissifs, vicieux et complexes. Donc une personne seule qui gère tout un réseau comme ça, c'est pas suffisant. Déjà, il faut une équipe derrière. Il faut pas être seul, il faut avoir une équipe derrière. Si vous mettez là, mettons là cette entreprise-là, vous voyez, elle a 3-4 bureaux. Si c'est Amazon, ils ont beaucoup plus que ça. Imaginez une personne qui gère tous ces parcs-là. C'est pas possible. Une personne seule ne peut pas le faire. D'accord ? Donc il faut avoir une équipe de techniciens derrière. Voilà. Après, effectivement, vu que c'est vous qui gérez la partie, on va dire, c'est vous qui gérez tout votre support technique derrière. Donc c'est vous le coordinateur de tout ça. Bah, si jamais un jour il y a un piratage de l'entreprise, à qui on va demander des comptes, c'est à vous. Voilà, c'est pas aux salariés, c'est à vous. Alors vous êtes salarié, vous êtes non seulement vous êtes salarié, mais vous êtes aussi responsable des autres techniciens qui travaillent pour vous pour gérer le machin. Donc c'est à vous qu'on rendra des comptes. Et donc votre place effectivement elle peut sauter. Voilà. Donc c'est à prendre en compte. Donc voilà. Voilà la chose. Bon. Alors, là, comme je vous ai dit dans l'intro, c'est le truc de base. Maintenant, on peut aller beaucoup plus loin. On peut pousser le vice encore plus loin. D'accord ? Après, il faut savoir qu'il y a des trucs qui sont réalisables, pas d'autres. Voilà. Ok ? Je vous donne un exemple. Imaginez que vous voulez rentrer dans un réseau d'entreprise en piratant le Wi-Fi. D'accord ? Juste en piratant le Wi-Fi. Je dis bien juste en piratant le Wi-Fi. D'accord ? Vous avez, allez, à moins de connaître les habitudes de mot de passe de l'entreprise, etc., vous aurez très peu de chances quand même de rentrer dans l'entreprise juste par le Wi-Fi. Ou alors, si jamais vous avez réussi, c'est que vous savez déjà plus ou moins le genre de mot de passe ou le nombre de caractères que l'entreprise pourrait mettre. Ou alors, c'est parce que vous avez connu quelqu'un qui vous a dit, d'entreprise, qui travaille plus dans l'entreprise par exemple, qui vous a dit, bah voilà, moi je sais qu'à l'époque, ils utilisaient à peu près tel genre de mot de passe. Et à partir de là, vous allez pouvoir, on va dire, élaborer en fait un dictionnaire de mots de passe en vous fiant tout simplement à ça. Voilà. Bon, après, est-ce que c'est vrai ? Ça, voilà.